Alors pour la prochaine démonstration, on avait plusieurs envies ce soir, on ne pourra peut-être pas tout faire. On s'est dit que c'était intéressant de montrer à quoi ressemblait une hypnose thérapeutique de l'époque et à quoi ressemble une hypnose thérapeutique de maintenant, en commentant un petit peu les différences. Notamment, vous le savez sans doute, l'idée par exemple qu'on va pouvoir travailler sur les causes d'un dysfonctionnement, d'une problématique, d'une émotion, c'est quelque chose qui est assez récent. En fait, pendant très longtemps, on ne questionnait pas l'histoire de la personne, on ne questionnait pas le récit personnel, on considérait que tout se jouait dans l'instant. Et un peu comme on le retrouve encore dans pas mal de traditions dites chamaniques, par exemple, il y avait l'idée d'une transe autocorrectrice. Donc on mettait les gens en transe pour qu'ils puissent vivre dans cet état-là une sorte de reconfiguration interne. Mais l'accompagnant ne suggérait pas forcément comment ça allait se faire, de quelle nature ça allait se produire, allait être le changement. Il faisait confiance, quelque part, en une sorte de possibilité d'autocorrection dans ces expériences-là. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup moins invasif, qui ressemble beaucoup moins aux psychothérapies qu'on peut connaître maintenant, où la place de la parole, du dialogue, du questionnement sont beaucoup plus forts et beaucoup plus importants. Mais c'est là justement qu'il y a des choses à reprendre quelquefois, c'est qu'on a quasiment mis de côté aujourd'hui ce genre d'approche, alors qu'en fait, elle avait aussi des vertus. Elle a des défauts, évidemment, et on les a dépassés, mais il y a aussi des choses très intéressantes à ça, notamment une idée qui a perduré jusqu'à l'hypnose ericksonienne, l'idée qu'on peut faire confiance en cette partie inconsciente de nous, pour qu'elle puisse, quand on lui donne de la place, œuvrer et créer quelque chose de nouveau, créer une sorte de recadrage, d'auto-recadrage, de changement de point de vue, de perception un peu différente. Et en fait, cette idée, elle a perduré sous plusieurs formes, quasiment jusqu'à la fin du siècle dernier. Mais dans une forme un peu plus ancienne, en tout cas, il y avait l'idée d'en faire une démonstration. Absolument. Mais il faut quelqu'un qui ait une demande, pour le coup. Et une envie. Et une envie. Mais tu disais que tu n'as pas besoin de connaître la demande. Absolument pas. C'était j'allais dire, si peu intrusif que ça à l'époque. Attends, je vais te dire ça d'une manière plus précise. Je prends ton pouls. Oui, ce soir c'est bon. Ce soir c'est bon, ok, on peut le faire. N'empêche qu'on en rigole, mais ce genre de choses qui faisaient partie de plein de rituels, comme ça ou autrement, renforçait l'élément suggestif, justement. Ça créait tout d'un coup une sorte de contexte, une sorte de code. On le sait aujourd'hui, plus c'est codifié, plus l'effet de la suggestion va être amplifié. Le génie, je trouve, de l'hypnose moderne, c'est de tenter le pari, de démystifier tout en essayant de garder les résultats. Mais c'est un jeu d'équilibriste. Parce que ça serait tellement plus facile, en fait, de faire ce qu'on a fait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire de continuer à créer des rituels obscurs, parce que c'est quand même plus facile à manier, quelque part. Si on dit aux gens, voilà, on va se retrouver justement le 21 parce que c'est l'équinoxe et parce qu'il y a une énergie particulière, en fait, cette suggestion est très puissante. Si en plus la personne se dispose d'une certaine façon, etc., tout ça est plus fort. Et il y a ce pari étrange aujourd'hui de se dire, on veut tenter de garder la même efficacité, c'est pas simple, mais en enlevant tout le décorum. Un simple cabinet. Plus rien de mystique, plus rien de... Et c'est pas simple, du coup on a dû développer des outils pour compenser ce qu'on avait enlevé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose sur lequel il aimerait travailler ce soir? Et du coup il n'y a même pas besoin de le nommer. Ouais. Ça te tente? Oui. Eh bien, tu seras l'heureux élu de cette démonstration. Je te laisse signer une décharge, mettre un micro et mettre les habits rituels. Mais... Ça marche. Je vais bien avec ma cape. Ok, la cape, l'épée, tout ça, c'est très important. En même temps, le rituel a une force. Hein. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut l'enlever, je dis simplement que le problème du rituel, c'est qu'il est mal interprété. Vous savez, peut-être, je ne sais pas si vous savez ça, c'est que quand on fait des tests placebo en révélant aux gens que c'est un placebo, on n'a pas zéro résultat. En fait, il reste un résultat. Il est même supérieur à ce qu'on pourrait imaginer la plupart du temps. Parce qu'on croit parfois que si on dit que c'est un placebo, ça ne marche pas. Non. Ça marche un peu moins bien, mais pas tant que ça non plus. C'est assez impressionnant. On sous-estime encore beaucoup l'effet placebo, et pendant que notre volontaire se prépare... Notre valeureux volontaire. J'ai appris une chose hier qui m'a beaucoup fait sourire. Vous savez que quand il y a eu toute cette période de vaccins sur le Covid, forcément, tout produit médical est testé par rapport au placebo, hein, comme d'habitude. Du coup, on a énormément d'études sur ça. Et il y a une méta-analyse qui montre que quand il y avait des études en double aveugle où on injectait donc à des patients un faux vaccin, pour vérifier que le vrai vaccin fonctionnait quand même un peu mieux, on avait 30 à 40% des gens à qui on inoculait un truc inefficace qui avaient les mêmes symptômes que les symptômes des personnes qui se faisaient vacciner, c'est-à-dire de la fièvre et tout ça. C'est impressionnant. 30 à 40% des gens. Alors évidemment, le protocole, c'était qu'on leur annonçait les effets secondaires, mais comme c'était fait pour les vrais vaccins. C'est-à-dire qu'un vrai vaccin, le médecin va dire, voilà, peut-être que vous allez vous sentir un peu fiévreux, une réaction immunitaire, etc. Mais on disait la même chose aux gens qui avaient le faux vaccin.
et on avait quand même 30 à 40% de gens qui avaient des vrais effets. Je trouve ça génial, hein. Bah, génial. Précisément dans ce contexte moyen, mais dans la réalité du psychisme humain, c'est quand même assez génial. Alors, je vais te céder la place pour que tu vives cette expérience. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Florent. Est-ce que c'est d'accord pour toi si on se tutoie? Absolument. Bah, génial. Ok. Je vais me rapprocher de toi. À certains moments, alors je précise que je me suis hydroalcoolisé dans tous les sens, les mains. J'aurais peut-être besoin de prendre ta main comme ceci, de faire des choses comme ça. Est-ce que c'est d'accord pour toi? C'est ok pour Je moi. t'annoncerai toujours les choses à l'avance. Voilà. Ça, c'est contemporain. Avant, tu te mets comme ça, tu rentres en état d'hypnose, tu dors, et tu dors profondément. Et puis à tout à l'heure. Parce que, bah oui, ils sont 30 dans la salle et on va hypnotiser 30 personnes. On va chercher la personne à hypnotiser qui paraît la plus simple à hypnotiser. Tu as donc quelque chose sur lequel tu aimerais avancer, cheminer, travailler. Ok. Je te demandais pendant quelques instants de fermer les yeux. D'accord. Ferme les yeux. Voilà. De façon normale ou... Ou pas. ou pas? Voilà. Tu les as fermés de manière normale? Je me posais la question. Moi aussi. On verra après. Oui. Mais maintenant que tu dis ça, je me demande comment tu vas savoir tout à l'heure que tu n'es plus en état d'hypnose quand tu y seras allé, été, je ne sais plus comment on dit, et que ça aura été profond et intéressant pour toi, et que ce sera ensuite le moment d'en sortir. On verra bien, on vérifiera même s'il faut. Tu vas juste penser au sujet que tu as en tête. Est-ce que tu es capable de t'en faire une image? Ne me dis pas laquelle c'est. Oui. Oui. Souvent, il y a des gens qui disent « je ne peux pas aller en état d'hypnose, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez d'imagination, je ne vois pas ». Il n'y a pas besoin de voir, il y a juste besoin d'avoir l'idée d'eux. Et une pensée, ça peut suffire, largement. Quand tu y penses, observe ce qui change dans ton corps. Moi, je vois certaines choses de l'extérieur, mais c'est surtout toi qui ressens encore mieux. D'accord, très bien. Et tu sais déjà ce que tu voudrais faire ou ne plus faire, être capable d'avoir ou de ne plus avoir à la place, sans me le dire? Oui. Oui, très bien. J'aimerais que tu prennes quelques instants pour penser à ça. D'accord. Je dis ça, mais ce n'est pas pour manquer d'égard ou de respect à la chose. Et puis, voilà, comme ça, on préserve ton intimité. Et pendant 1 minute, peut-être, tu vas simplement te concentrer sur l'idée de ce que tu voudrais à la place. Ok. D'accord? Tu vas simplement te concentrer sur ça. Tu ne vas plus te préoccuper de ce que tu voudrais à la place. C'est une formulation du 19e siècle. On demandait aux gens de ne se préoccuper, de ne se concentrer que sur une seule chose. L'hypnose, ça commence par un état de concentration, de focalisation. On a longtemps cru que l'hypnose, c'était du sommeil, c'était comme s'endormir, mais on parlait de sommeil lucide à l'époque. Dans la lucidité, même si on a un problème et même si on serait très heureux d'en être débarrassé depuis longtemps de ce problème, bien, dans l'état de lucidité, on est très en paix avec le fait que ce sur quoi on voudrait avoir des solutions ou des avancées, ce sur quoi on voudrait déjà être plus débarrassé de certaines entraves, certaines limitations, on est très en paix avec le fait que il va peut-être d'abord falloir réfléchir, se poser, demander de l'aide, échanger. On est très en paix avec le fait que des fois, un problème, on peut le laisser reposer jusqu'au lendemain et attendre les meilleures circonstances pour s'en occuper. Est-ce que je peux prendre ta main? Oui, bien sûr. Ok, tiens, tu vas prendre une bonne inspiration, tu vas rouvrir les yeux, tu vas fixer un point sur ma main, d'accord? Et tu vas simplement avec tes yeux, sans bouger la tête, suivre le mouvement de ma main. Voilà, tu vas juste suivre le mouvement de ma main. Je te demandais de ne pas synchroniser volontairement ta respiration sur le mouvement de ma main. Voilà. À un moment donné, tu vas sentir que tes paupières, elles ont juste envie de se coller ou de se fermer parce que c'est plus confortable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tes paupières seront un peu plus lourdes encore, que les yeux auront juste envie de se fermer. Voilà, comme ça, et que les yeux peuvent se fermer encore plus complètement, encore plus totalement. Moi, je vais juste poser ta main comme ça. Et on va imaginer que tout ce qui encombre ta tête, tout ce qui parasite ta tête, tout ce qui n'a plus besoin d'être là, tout ce dont tu aimerais, je suis désolé pour le mot, c'est un mot ancien, te purger, te débarrasser, te nettoyer, ça va venir se poser sur la main, sur le bras, jusqu'à ressentir la manière dont la main, le bras peut se mettre à
peser davantage. Moi, je vais retenir un peu ton bras, mais ton bras, il va quand même avoir envie de descendre. Et c'est comme une première mise à distance. C'est comme une première mise à distance. Peut-être même que ta tête va préférer pencher de l'autre côté, comme quand on regarde les choses sous un autre angle, qu'on s'autorise à voir les choses d'un autre point de vue, et il y a le bras qui est de plus en plus lourd. Il y a les sensations qui changent. Voilà, et s'il y a quelque chose qui doit comme s'écouler à travers ton bras, comme si tu étais en train de te purger d'une vieille énergie, ou de laisser s'écouler, de laisser s'échapper quelque chose hors de toi, alors à chaque respiration, surtout les expirations, c'est comme s'il y avait simplement quelque chose qui, voilà, en profite pour libérer de l'espace à l'intérieur. Si à un niveau instinctif, si à un niveau inconscient, il y a déjà l'idée que tu peux laisser, lâcher, et faire filer, et faire glisser hors de toi quelque chose, aujourd'hui, tu vas sentir que ton corps est attiré dans ma direction. Pourquoi ma direction? Parce que ce sera plus facile pour moi de te retenir, tout simplement. Le bras est descendu, tu sens un contact de ma main sur ton épaule, et tu vas simplement laisser une partie de toi s'autoriser à auto-corriger, auto-réajuster, ce qui n'a plus besoin d'être là. À un moment donné, il y a une idée même qui va te traverser l'esprit. Ce sera une idée soit de quelque chose que tu n'as plus besoin de faire, que tu n'as plus besoin de dire, que tu n'as plus besoin de répéter, comme quand on tourne une page, soit une idée d'une aspiration, envie de quelque chose de neuf. Quand ce sera là, pas avant, comme si ça se téléchargeait de ton inconscient vers ton conscient, tes paupières toutes seules, très naturellement, toutes seules, vont pouvoir se rouvrir. Mais pour l'instant, ça digère. Pour l'instant, et puis si à un moment donné, tu as besoin de rentrer encore plus loin dans cet état d'hypnose pour le rendre plus utile encore, plus profond encore, jusqu'à te laisser glisser, jusqu'à te laisser flotter, jusqu'à te laisser plonger, mais uniquement au bon niveau, alors tu sentiras que, même si tes yeux sont déjà fermés, qu'il y a ce mouvement de la tête qui s'amorce. Tu as ouvert les yeux ou ils se sont ouverts tout seuls? Ils se sont ouverts tout seuls. C'est très bien. Ok. Tiens, reprends, si tu veux bien, une bonne inspiration, parce qu'on ne va pas rentrer dans l'intimité du sujet, tu vas fermer les yeux. Je peux prendre tes mains? Bien sûr. Voilà. On va mettre juste tes mains comme ça. On va imaginer que à cette distance-là, c'est une distance subjective, à cette distance-là, il y avait la taille de l'ancien problème. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que Kevin Finel et Savoir Envoûtant vont compter jusqu'à 3, et plus les mains vont se rapprocher, et plus ton cerveau va calculer la nouvelle taille du problème. Si tu étais à 0, les mains se toucheraient, évidemment. Si tu es à la moitié, à 50% de problématique, je n'ai pas le bon mot, donc tu corriges les mots dans ta tête, hein, tu remplaces, voilà. Quand Kevin aura commencé à compter, les mains vont se rapprocher, et à un moment donné, les mains ne pourront plus s'avancer. Et tu auras un chiffre qui va te venir, peut-être entre 0 à 10, ou de... On fait quoi? Un pourcentage? On fait un décile? En pourcentage. En pourcentage. Quand les mains seront venues confirmer ce que tu anticipes peut-être déjà, et c'est pour ça que les mains se rapprochent de plus en plus, les yeux vont s'ouvrir tout seuls. Tu pourras mesurer qu'en fait, au fur et à mesure que tes mains mesurent quelque chose en toi en profite pour renforcer déjà à un autre niveau et préparer la suite pour que tu l'anticipes encore mieux. Pendant ce temps, nous allons faire un rituel chamanique. Hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya ya ya, hey ya ya, hey ya ya ya. Parce que des émotions répondent à des émotions. Voilà. Tu pourras dire si le chiffre que tu avais en tête en premier est le même qui te vient au moment où les yeux s'ouvrent. Ou s'il est déjà différent. Oui, j'étais sur 20%. Mmh. Je ne sais pas trop d'où je suis parti, donc ça a l'air cohérent. 20% restant ou Restant. Tiens, je prends juste ta main comme ça, 2 secondes. Oui. Voilà, tu vas bien tenir, tu peux reposer celle-ci. Okay. Tu vas fixer un point sur le pendule. Tu l'as? Oui, je l'ai. Ok, ferme les yeux. Ferme les yeux. Concentre-toi sur le pendule. Le pendule va se mettre à tourner dans une direction, peut-être dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans une autre, au fur et à mesure que ton cerveau va choisir à quel rythme tu vas gérer les 20% qui viennent.
Et le mouvement s'amplifie, encore plus. Si dès aujourd'hui, c'est d'ores et déjà d'accord pour enlever les 20% qui restent, eh bien, dès aujourd'hui, parce qu'on respecte le rythme, ça on ne peut pas savoir, eh bien le pendule va même aller encore plus vite, de plus en plus. S'il y a quelque chose dont tu dois prendre conscience, toi, au compte de 3, le pendule va inverser sa rotation. S'il n'y a rien besoin de conscientiser, on ne va pas inventer des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est d'accord pour toi? Oui. Très bien. Un, 2, 3. Quand c'est le bon moment, les paupières s'ouvrent toutes seules, très naturellement, très automatiquement, toutes seules. Voilà, avec cette respiration. Très très bien. Quelle voix envoûtante. N'est-ce pas? Merci. Merci Yann. Et merci à toi. Merci. Tu te sens comment? Je me sens Ouais. très bien. Ok. Et quand tu Les gens repenses à la chose de tout à l'heure, tu sens la différence? Je suis descendu sous les 20%. Tu es descendu sous les 20%. 16. Ok. Ah, 16. Ok, super. Ne va pas trop vite vers 0. Non. Mais vas-y à ce rythme qui te permet que ça ne remonte plus ensuite. Très bien. Merci, messieurs. Si au pire, un jour ça te manque, tu nous appelles. Ok. Merci à toi. Bon, du coup, On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Dans cette forme d'hypnose, vous voyez, il y avait vraiment très très peu de choses qui étaient suggérées. Simplement l'idée qu'il allait se passer quelque chose, qu'il y avait un mouvement, qu'il y avait une opération qui allait se créer. Et on a gardé ça même au début de la compréhension qu'il y avait peut-être quelque chose d'inconscient à l'intérieur de nous, mais ça existait bien avant. Dans certaines traditions, par exemple, on appelait vraiment un esprit à venir aider la personne, ou on appelait un guide à venir vers la personne. Et il y a des gens qui ont essayé de se réfléchir à cette question et qui ont remarqué qu'en fait, quand on dit aux gens que c'est un agent extérieur, bizarrement, ils se l'approprient plus facilement que si on leur dit que c'est un agent intérieur. Quand on dit aux gens c'est votre inconscient qui va faire ça, c'est plus difficile à cerner ce truc-là. Comme si notre imaginaire était moins à l'aise avec cette notion, il faut l'apprivoiser, cette notion, alors que l'idée que ça vient de l'extérieur semble plus facile d'accès, peut-être parce que ça touche à l'imaginaire, peut-être parce que ça touche à des récits qu'on a pu avoir, à des croyances, c'est difficile de savoir exactement pourquoi. En tout cas, il y a toujours cette tentation d'imaginer que ça vient de l'extérieur. Et aujourd'hui encore, même si depuis un certain nombre d'années maintenant, on a théorisé qu'il y avait une part inconsciente de nous, qui agissait, qui avait des responsabilités par rapport à une partie de notre expérience vécue, eh bien on s'aperçoit quand les gens sont devant l'inexplicable en eux, que la tentative d'aller expliquer par l'extérieur est toujours plus séduisante que la tentative d'aller expliquer par l'intérieur. Une théorie là-dessus, c'est que expliquer par l'intérieur, ça te pousse à une responsabilité qui est assez effrayante quelquefois. Alors que si ça vient de l'extérieur, finalement, ça te déresponsabilise et que parfois, c'est plus facile à accepter quand ça vient de quelque chose comme ça qui nous est étranger. Et puis dans notre histoire, nos civilisations ont davantage vécu avec l'idée que les pensées venaient de l'extérieur. Si vous lisez par exemple Homère, lorsque Achille est en colère, on ne dit pas qu'il est en colère, on dit « la colère saisit Achille » ou « un dieu de colère saisit Achille ». C'est extériorisé. Il n'y avait pas cette notion que les pensées peuvent être localisées géographiquement, même dans le corps. Et plus l'idée qu'on était comme des espèces de récepteurs. Et, si on essaye aujourd'hui de lire un dialogue de Platon où il va utiliser ce qu'on appelle le terpnos logos, vous savez, le ton terne, supposé, créer les conditions de la persuasion, c'est un terme qu'utilisent aujourd'hui les sophrologues, si on le lit avec nos notions actuelles, nos points de vue actuels, on sera forcément à côté du sens véritable des choses, puisqu'il y avait cet implicite qui favorisait beaucoup plus la suggestion à l'époque que les idées avaient une vie, avaient une existence propre, véhiculée par des dieux, véhiculée par des personnages, et que parfois, celles-ci s'emparaient de nous. Donc c'est très déresponsabilisant, mais c'était beaucoup plus efficace pour proposer un rituel. Et puis, tu as introduit l'idée du pendule. On avait prévu de faire une démonstration avec des pendules, mais du coup, ça a été introduit dans l'expérience. C'est vrai qu'on n'aurait pas eu le temps sinon. Ouais. Mais c'est intéressant, cette idée-là, parce que de la même façon, une personne allait interroger quelque chose, et puis elle allait avoir une réaction imperceptible de son corps qui allait être amplifiée par le pendule. Nous, aujourd'hui, peut-être qu'on va montrer ça dans la prochaine démonstration, on va plutôt créer des mouvements inconscients, des réactions inconscientes. Donc, pareil, notre façon d'expliquer les choses va un petit peu changer. On ne va pas dire, voilà, si, par exemple,
l'esprit de votre dépression est là, alors le pendule va bouger. On va plutôt dire, si cette part inconsciente de vous, qui a peut-être quelque chose à dire par rapport à ça, est présente, le pendule ou autre chose va pouvoir bouger. Et moi, c'est un outil dont je me sers en réanimation, puisque je suis avec des patients qui sont souvent allongés, des fois entravés, qui sont ventilés de manière artificielle, auxquels donc, je ne peux pas poser de questions, d'où l'intérêt de développer ce que certains au XXe siècle ont appelé l'hypnose sèche, c'est-à-dire une hypnose à spectre large, où on suggère du mieux, mais on ne va pas dire spécifiquement ce que la personne doit vivre. Et il m'est arrivé de scotcher au doigt d'un patient un pendule, de l'aider à se concentrer dessus et d'avoir des phénomènes que la science appelle idéomoteurs. Une idée va créer un mouvement. Et pendant longtemps, le dispositif du pendule, comme celui des tables tournantes ou du dispositif Ouija pour la lecture, pour la communication avec l'au-delà, en fait, tous ces outils-là existaient dans le monde spirit et pas dans l'hypnose. Et les hypnotiseurs, vers la fin du XIXe siècle, ont trouvé que c'était quand même très pratique de discuter avec des parts inconscientes via du mouvement idéomoteur. Et c'est une des bases principales de l'hypnose contemporaine aujourd'hui. Mais à la base, on l'a récupéré au mouvement occultiste. Il nous reste quelques petites minutes pour une dernière démonstration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait travailler sur quelque chose? Alors cette fois qu'on va peut-être un tout petit peu nommer, puisqu'on va partir sur une autre forme d'hypnose. Si possible, quelque chose d'assez émotionnel, ça pourrait être intéressant. C'est toujours, j'aime bien quand il y a des émotions. Quelqu'un a une émotion en ce moment dans sa vie et puis qui aimerait travailler dessus? C'est bon? Eh bien, avec plaisir. Alors pareil, il y a un petit rituel, hein, tu l'as compris, il faut que tu signes la feuille. Ou... Voilà. Que tout est bien à partir de cet instant-là, appartienne à Yann. Oui. Avec un solène, Yann. Et on va partir dans une autre façon de travailler. Mais vous allez voir qu'il y a des points communs et puis il y a aussi des différences. Peut-être une différence quand même pour expliciter ça. Là, toi, dans ta démonstration, tu employais des suggestions assez indirectes, qui sont plutôt des suggestions modernes. Comme à l'époque, on sous-estimait le pouvoir de la suggestion, on travaillait assez peu le langage. Donc les demandes étaient très ciblées la plupart du temps. Respirer profondément, laisser le corps devenir lourd. Il y avait peu de mots, il y avait des grands silences aussi quelquefois. Il y avait de la répétition de phrases simples, des demandes. Et on avait finalement peu de travail sur ça. Quand on a commencé à comprendre que l'imagination était importante, on s'est dit qu'il fallait des moyens d'activer l'imagination. Et c'est là que le langage des hypnotiseurs a commencé à changer, qu'il a commencé à devenir plus complet, que les suggestions ont été un peu plus travaillées, qu'on a apporté ce qu'on appelle tout le travail de la suggestion indirecte, c'est-à-dire tout ce qui va favoriser l'absorption par l'imagination. Et là, on a été chercher des outils chez les comédiens, chez les conteurs, qui sont justement des experts de canaliser l'attention, de capter, de canaliser l'attention. Donc le travail sur la voix, par exemple à l'ancienne, la voix monocorde, c'était quand on ne savait pas très bien qu'il fallait capter l'attention. On croyait que c'était autre chose qui agissait, donc on ne voulait pas spécialement faire quelque chose avec la voix. Du coup, on disait des choses comme et voilà, maintenant vous allez vous détendre profondément, de plus en plus profondément. Alors que si quelqu'un nous parle comme ça dans la vie de tous les jours, c'est pas passionnant, en fait. Puis quand on a compris que la suggestion était très importante, on a commencé à se dire il faut du rythme, il faut de l'intention, il faut de la congruence, vivre ce qu'on dit et faire vivre ce qu'on dit. Bref, c'est là que ça a un petit peu changé. Et je pense que c'est bon. Bienvenue. Comment tu t'appelles? Pauline. Pauline, d'accord. Et toi, est-ce que tu penses être dans un état modifié ou moins... Enfin, on pourrait se demander modifié par rapport à quoi? Ouais. Probablement. Probablement. Et tu as levé la main? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as levé la main? Tu as pensé à quoi? J'ai pensé à des trucs qui s'accrochent un peu et dont des trucs qui j'arrive pas s'accrochent. trop à me libérer. Tu peux dire, sans rentrer trop dans les détails, ouais. Tu peux dire ce que c'est qui s'accroche? Des restes de... On est sur des restes d'angoisse ou de phobie. Tu as des restes d'angoisse qui s'accrochent. Je me suis libérée, mais où ça s'accroche encore un peu. Ça s'accroche où? Ça s'accroche un peu partout. Ouais. Là, par exemple, quand tu y as pensé, t'as lié ça à quoi, justement? Dans le corps, tu veux dire ou... Ah oui. Je dirais la poitrine, quelque chose lié au cœur. Et dans quelle situation tu sens que ça s'accroche? En fait, au départ, j'ai eu le vertige, on va dire le vertige un peu comme on l'entend souvent en montagne, etc. J'ai fait une chute en montagne. Ça s'est transformé en grosse phobie. Ok, d'accord. Dont je me suis... qui s'est étendue en crise d'angoisse, en claustrophobie, en truc on tire le fil et puis hop, ça s'étend un peu partout. Dont je me suis libérée, mais parfois il me reste un peu ce truc en montagne.
Et dans certaines situations, un peu enfermées, je sais pas, c'est assez rare, mais parfois ça vient, dans le métro ou un truc comme ça. Par exemple, dernièrement, là, ça t'est arrivé, ces petits restes d'angoisse Ouais, qui sont... ça m'arrive, ouais. Ouais, ok, d'accord. Dernièrement. Ça... Et quand j'ai posé la question par rapport à une émotion, toi, t'as pensé à quelle émotion par rapport à ça? Bah, il y a beaucoup de frustration, un peu de colère aussi. D'accord. Ça, ouais. Parce que je fais moi-même de l'hypnose, j'accompagne des gens Oh, qui me ok, disent d'accord. souvent, c'est super, ça va mieux. Et moi, je me dis, bon, bah super. moi, je m'accroche à mes petits trucs et j'arrive pas à Ah, du coup, c'est toi qui t'accroches à eux ou c'est eux qui s'accrochent à toi? Non, moi, je m'accroche aux problèmes. Oui. Un peu des deux, peut-être. C'est un peu des deux, Ouais. d'accord. Souvent, il faut être deux pour s'accrocher. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, tu sais, comme tu fais de l'hypnose, mais on va faire comme si tu connaissais pas, parce que tu sais, finalement, chacun fait de l'hypnose un peu différemment. Ouais, bien sûr. Et on ne sait même pas exactement si finalement on vit les mêmes états quand on est accompagné dans un état hypnotique qu'on ne connaît pas forcément comme ça. Parce que dans l'idée de l'hypnose, il y a souvent une manière de penser les choses qui est forcément différente. Et peut-être même que l'état normal de quelqu'un, c'est l'état hypnotique d'une autre personne, parce que si c'est juste un état différent, on est tous différents, donc ça pourrait très bien fonctionner comme ça. Absolument. Ça pourrait en tout cas. Oui. Et il y a des personnes, quelquefois, qui ont vraiment conscience du moment où ça bascule. Et pourtant, on ne leur a pas dit. Parce que, déjà parce que souvent, si on le dit avant, ça crée de l'anticipation et ça amplifie les choses. Donc ça, nous, on ne le fait pas trop. Par contre, si la personne ne sait pas, elle peut le remarquer qu'après coup. Et là, du coup, elle est plutôt contente parce qu'elle a repéré le truc et du coup, ça crée une sorte de satisfaction, de fierté, d'état un peu... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on ne sait jamais exactement comment on sait que ça a commencé après coup, je veux dire. Tu sais, c'est comme les gens qui s'endorment quelquefois. Ils se réveillent le matin, ils font « je ne me rappelle plus quand je me suis endormi ». Et pourtant, ils se sont endormis. Alors, ils recommencent ce soir, tu vois. Et ils se rendorment. Puis le matin, je ne sais plus comment je me suis endormi. En fait, on ne sait jamais comment on s'est endormi, puisqu'on n'est plus là. Oui. Donc, tu veux bien m'accorder cette transe? D'accord. Ça commence par la moi. Je ne sais pas. Parce qu'on va faire une expérience toute simple. Tu sais, Yann avait un pendule. Moi, j'ai pas de pendule, parce que je l'ai oublié, en fait. J'aurais pu en faire avec mes lacets, tu vois, mais bon, ça serait un peu rudimentaire. Et au niveau conviction, ça fonctionnerait un peu moins bien. Par contre, si on est vraiment très conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin finalement de savoir que ça bouge pour remarquer la manière dont le mouvement inconscient est déjà en place. Parce qu'en fait, ça se voit dans le regard en général. Il y a un côté un peu là sans être là, quoi. Et souvent même, ça commence à créer des mouvements inconscients assez étranges. Par exemple, au niveau de la main, il y a des mouvements quelquefois. La main, elle se met à bouger, à modifier. Alors, il y a eu une bascule au siècle dernier où, au lieu de dire que c'était un esprit, par exemple, on aurait pu, si on remonte 2 siècles en avant, dire « et maintenant un esprit. L'esprit de l'angoisse va venir dans la main. » Ce serait un peu bizarre. Après, on a dit « ton inconscient va venir dans la main ». C'était déjà une évolution. C'est ta part inconsciente qui vient dans la main, mais ça restait ton inconscient, comme une sorte d'instance, une sorte d'entité comme ça, mais encore très mystique, encore, quelque part, cette idée-là, qu'on retrouve dans la psychanalyse, ton inconscient, un truc encore très mystique, finalement. Une sorte d'entre-deux, entre le côté religieux et le côté psychothérapie. Vous voyez, on était encore dans une phase intermédiaire, finalement, avec tout ça. Maintenant, on va plutôt dire, il y a une partie de toi. Et c'est important, c'est une partie de toi. C'est pas extérieur, c'est de toi. Mais c'est pas de toi. C'est une partie. Quand cette partie sera bien présente, la main va être comme attirée vers le haut. Un peu comme si cette partie, en venant dans la main, donnait un signal pour dire « je suis là ». Et cette partie de toi, c'est celle qui est liée aux angoisses, à ces petits restes qui s'accrochent encore un peu, à la frustration que ça peut provoquer, à la colère même quelquefois. Et j'aimerais savoir si cette partie de toi est plutôt contente qu'on la convoque comme ça, qu'on lui donne la parole, qu'on lui donne de la place. Et si c'est le cas, le bras va partir encore un peu plus sur le côté comme ça. Alors oui, on n'a pas de pendule, mais finalement, on fait presque la même chose. On crée des réactions inconscientes. Et l'idée de l'hypnose moderne, c'est de s'allier à la part inconsciente. En fait, quand je demande à cette partie si elle est contente que je lui donne de la place, je sais qu'elle va me dire oui. En fait, c'est une fausse question. Ça répond toujours oui. Mais c'est une manière de dire indirectement à la personne, oui, je m'intéresse à la partie de vous que vous-même, vous ne regardez pas. C'est à cette partie-là que je m'intéressais, parce que vous la laissez de côté, parce que vous voulez la chasser. Moi, j'ai envie de lui donner la parole à cette partie-là. J'ai envie de savoir ce qu'elle a à raconter. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose d'important au sujet de ces angoisses. Qui est encore important, même si elles ont déjà diminué, même si ça va déjà beaucoup mieux. Même si elles ont déjà
été transformé avec le travail, avec le temps, avec plein de choses. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important? Et s'il y a quelque chose d'important, la main va partir encore plus sur le côté. Parce que souvent, quelque chose reste tant que ce n'est pas compris ou résolu, tant que ce n'est pas intégré et utilisé. Et souvent, on lutte contre nous, alors qu'en fait, c'est souvent en s'alliant à nous-mêmes que ça va changer. Et ça aussi, c'est un des grands changements dans la pensée de l'hypnose. Avant, on chassait le problème. Il y a l'idée, maintenant, le problème va sortir de vous. Ce que Yann a proposé tout à l'heure. Et ça marche. Hein. Le problème, c'est pas que ça marche. Le problème, c'est qu'est-ce que la personne a compris de ce qui a marché et vers quoi elle va après que ça ait marché. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en hypnose, changer n'est pas complexe. Faire en sorte de créer du soulagement, c'est la partie la plus simple de l'hypnose. Les gens viennent en hypnose, on les met en hypnose, ils ressortent et ils vont mieux. Ça, c'est simple. Par contre, pour que ça dure, pour qu'une personne ait grandi, que ça soit développé, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui change dans la vie de la personne et qu'elle ne recommence pas comme avant quelques jours après, et bien là, il y a un travail à faire. Vous voyez, par exemple, faire une séance d'hypnose pour que quelqu'un change son alimentation, ça va fonctionner. Allez, dans 90% des cas, ça va fonctionner. Mais est-ce que ça va durer 3 jours, 8 jours, 1 mois, 2 mois? Ben, dans un grand nombre de cas, ça ne durera pas très longtemps, si on fait que ça. Pour que ça dure, pour que la personne puisse vraiment inscrire son comportement dans quelque chose de profond, eh bien, on va penser aujourd'hui qu'il y a besoin d'aller visiter cette partie-là. Alors tu sais, c'est le moment où souvent on bascule dans un état encore un peu différent. On opposait avant l'hypnose moderne et ancienne, avec l'idée que l'hypnose ancienne était plus directive et l'hypnose moderne moins directive. Comme le disait Yann tout à l'heure, c'est assez faux. Il y a des choses non directives dans l'hypnose ancienne et dans l'hypnose moderne aussi. Et parfois, il y a des choses plus directives dans l'hypnose moderne. Je vais prendre ta main et je vais l'approcher de ton visage. Quand la main va toucher le visage, tu vas rentrer dans une transe très profonde. Tu vas avoir l'impression que le monde extérieur n'aura plus aucune importance pendant quelques minutes et restera que toi. Le monde va s'évanouir, comme s'il n'y avait plus rien d'extérieur, tout est intérieur. Comme s'il n'y avait pas de dualité, de séparation, il y a juste toi, seulement toi. Et la capacité de t'explorer comme rarement tu t'es exploré. C'est simplement un cadeau à te faire. Quand la main touche le visage, la transe devient beaucoup plus profonde. Et tu plonges dans cette expérience. Et ça change les pensées, et ça change les sensations, et ça change la respiration, qui devient beaucoup plus profonde, très différente, extrêmement différente, comme si tu ouvrais le champ des possibles à l'intérieur. Il y a du rêve, il y a des pensées, il y a des idées, il y a des sensations, il y a une accélération, comme si tu allais vers cette part inconsciente de toi, qui d'habitude est cachée, pour aller la rencontrer, pour aller la voir, pour aller lui parler. Pour qu'elle t'explique pourquoi elle a laissé ces restes d'angoisse qui collaient encore un peu. Pour qu'elle te dise de quoi elle a besoin pour t'en libérer. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle aimerait de toi? Et tu ne seras pas obligé de répondre à cette attente. Mais tu vas pouvoir entendre cette attente. Parce que chaque partie de nous poursuit des objectifs un peu différents. Une partie de nous veut quelquefois de la liberté et l'autre partie veut de la sécurité. Une partie de nous veut quelquefois comprendre et l'autre veut juste vivre. Parfois, il y a une partie de nous qui culpabilise et l'autre qui est simplement centrée sur elle. Et c'est complètement normal d'avoir des contradictions. Et c'est même très beau parfois. Mais quand différentes parties de nous communiquent, il arrive qu'elles trouvent un moyen de travailler ensemble. Quand elles trouvent ce moyen, une émotion passe. Les sensations du corps changent. Comme si il y avait une forme de reconstruction, de transformation à l'intérieur. Et sans même que tu saches exactement comment, toutes les compréhensions, toutes les idées nouvelles qui se font dans cette expérience vont commencer à générer du changement. Tu vas le sentir comme une évidence. Et quand ça sera là, l'état va se dissiper comme s'il avait joué son rôle. Comme on reviendrait d'un rêve, d'un voyage, d'un songe, comme on retrouverait le chemin pour venir chez soi après un long voyage. Comme on pourrait simplement
se rappeler qu'il y a un monde extérieur, comme quand on se réveille le matin, qu'il y a l'endroit où on est, les personnes autour de nous, un sourire. Et puis parfois, les paupières se rouvrent. Enfin, je dis parfois, mais c'est quand même mieux. Parce que si t'imagines, sinon, Bah oui. ouais, ça serait un peu compliqué. Comment ça fait là quand tu repenses à ces trucs dont tu as parlé tout à l'heure? Alors, c'est une bonne question. Ça fait bizarre. Enfin, le mot qui me vient, c'est un peu bizarre. C'est comme de la tendresse un peu. Comme, Oh. Un truc un peu doux. Un peu doux? Ouais. Ok. C'était le cas avant? Non. Non, c'était la colère avant, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, d'accord.